Bienvenue dans cette nouvelle entretien et ce soir, une ex-internationale française de l'équipe de France de basketball, Pauline Ekambi, est notre invitée sur le plateau de Stade d'Afrique. Entre les États-Unis et la France, et titre sur les couleurs tricolores, et en club, celle qui fut qualifiée de mannequin par le talentueux et grandissime Michael Jordan en personne est aujourd'hui une légende du basketball mondial. Bienvenue Pauline. Eh ben dis donc, oui, bonjour Bilal, bonjour à tous. Comment allez-vous? Eh ben écoutez, je vais bien, parce qu'il est très chaud ici, mais sinon je vais bien. C'est ça le plateau télé, c'est vrai. Oui, je vois ça, il faut le ventilateur. On va commencer cet entretien avec cette première question, justement, comment est arrivé cet amour pour le basketball, Pauline? Ah oui, alors c'est venu au gré de mes progrès, on va dire, parce qu'en fait, à la base, je n'étais pas destinée à faire du sport, enfin en tout cas du basketball, mais du football. Ah oui. Étant donné que j'ai mon papa qui était joueur professionnel, donc il a joué à l'Oryx de Douala déjà, grand club mythique au Cameroun. Ouais. Ensuite, il a joué en professionnel ici en France, à Rouen, dans les années fin 50-57 par là, avec mon oncle, son petit frère, donc qui était sur Montpellier. Et j'ai 4 frères. Seule fille, forcément, j'ai joué au foot avec eux. J'ai fait tous les jeux dédiés, soi-disant, aux garçons. Rebondir. Donc voilà. Et après, écoutez, le basket, c'est venu vraiment par accident. J'ai grandi d'un coup à l'âge de 13 ans. Je suis passé à 1m75. J'avais un petit début de scoliose. Donc le médecin préconisait que je fasse soit du basket, du volley ou la natation. Et c'est le basket qui m'a choisi, puisque j'avais une amie de classe qui m'y a amené. Voilà. Super. Passé à l'INSEP, pensez-vous que la formation dans ce pays qu'est la France est la meilleure d'Europe, même voire mondiale? Je dirais que c'est une des meilleures, ou c'est devenu une des meilleures, parce qu'à mon époque, c'était quand même la meilleure école, c'était l'ex-Yougoslavie, avec les pays de l'Est aussi et les États-Unis. Mais aujourd'hui, c'est vrai que la France est grand pourvoyeur de champions, et pas que dans le basketball, on le voit dans plusieurs sports. Donc on peut dire qu'elle fait partie d'une des meilleures nations en termes de formation. Tout simplement, vous êtes une femme de record. Et pourquoi, Pauline? Ah oui, on se demande d'ailleurs pourquoi. Quel record? Ah, il y en a eu beaucoup? Oui. Ah bon. À part un qui va être explosé, pulvérisé sous peu par Céline Dumerc, donc qui est actuellement à la tête, c'est le leader de l'équipe, une des leaders de l'équipe de France de basket féminin. Voilà, et cette année, en fait, elle est à deux sélections de mon record, et je serais plus que ravi de lui transmettre le relais. Voilà. À tous les téléspectateurs de Stade d'Afrique. Ah, il y a une caché quoi? Oui, des dossiers sur moi. J'en connais peut-être vous à nous donner quelques records que vous avez encore gardés. Ah bon? Oui. En sport? Oui, en sport. Pour moi, c'était le seul. Le seul, c'était celui-là. En record, hein? Oui, en record. Après, pour des titres, et je pense qu'il y en a d'autres qui ont les jeunes qui sont passés derrière nous. Pauline s'est sentie, nous a-t-il dit, sur divers médias, qu'en fonction du résultat de sa fiancée, ou sa femme même, et aussi des autres athlètes de l'équipe de France de boxe, il se devait de remporter cette médaille d'or. À ce niveau-là, ça devient beaucoup plus dur. En fait, la pression, on est préparé. Donc déjà, je pense que Tony fait partie des leaders. Donc un leader, c'est celui qui fédère l'équipe, qui rassemble l'équipe, qui est choisi par l'équipe, parce que c'est pas un statut, c'est un choix de l'équipe. Donc il est choisi pour son exemplarité, pour aussi amener l'équipe à atteindre un objectif commun. Donc forcément, il portait sur ses épaules ce leadership, et donc il est tenu d'insuffler l'énergie aussi et la motivation à l'équipe. Donc je pense que c'est pour ça qu'il se sentait investi de cette mission. Tous les leaders sont comme ça en général au sport, et entraînent le reste de l'équipe vers la performance. Et il faut dire aussi qu'il y a eu un très beau travail de la part de l'entraîneur, parce qu'on n'en parle pas souvent, mais l'encadrement technique a su insuffler aussi une synergie
une cohésion d'équipe aussi. Ça, c'est un travail aussi des coachs. Cette édition 2016 des JO à Rio de Janeiro, vous a-t-elle plu? Et avec cette délégation française? Oui, la délégation française, bien sûr, et les JO dans leur ensemble, parce que ça nous permet de découvrir aussi d'autres talents issus d'autres horizons, et je vais d'autres pays. Justement d'autres pays, voilà. Justement sur le continent africain. On a vu de belles délégations africaines, des médailles, beaucoup plus de médailles qu'autrefois. C'est vrai. Justement, un mot sur ces délégations africaines au JO de Rio. Bah moi, je leur tire mon chapeau à ces athlètes, surtout plus dans la performance. On a vu qu'ils étaient là, non pas pour faire de la figuration, non, ils sont, mais avec une détermination, fierté, et des avancées dans les formes et les moyens de mettre en place les entraînements. On voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup plus, par exemple, d'entraîneurs américains, canadiens, qui se sont fait appeler par ces pays-là et ces nations, oui, pour justement apporter cette graine de folie et cette connaissance des sports olympiques. Vous en pensez quoi? Alors déjà, si je peux faire le parallèle, si la France, surtout dans mon sport, on est devenu bon, c'est parce qu'on a fait appel à un moment donné à des joueurs étrangers. Et aussi à des entraîneurs étrangers. Il faut le rappeler, puisque le Grand Limoges en basket, c'était Malkovich de l'école ex-Yougoslavie dont je vous parlais. Ce sont des gens qui nous ont partagé leur expérience, qui ont su insuffler comment on appelle ça, l'énergie de la gagne, l'esprit de la gagne. Voilà. Ensuite, derrière, il y a eu un véritable travail de fond qui a été mené aussi par ces pays comme nos pays. Des centres de formation des jeunes, des cadres, etc., etc. Donc, je pense que ces nations sont peut-être dans cette démarche, juste la même démarche que pour nous, à savoir prendre des expertises extérieures qui fonctionnent, transmettre cette culture de la gagne à ces athlètes et au pays, de manière à ce que derrière, ça insuffle une énergie, une volonté de former derrière des jeunes en centre de formation, des cadres aussi locaux, parce que ce serait bien qu'un jour ce soit quand même les locaux qui soient à la tête de leur propre équipe, et ça, je pense que ce serait une bonne chose. Donc il faut les former, et surtout donner plus de moyens dans l'équité, dans les différents sports, que ce soit féminin, masculin, parce qu'il y a quand même eu des résultats sur des sports qui n'ont pas beaucoup de moyens, justement, qu'on n'attendait pas, et qu'on mise un peu trop sur le football. C'est pas un reproche, tant mieux, ils rapportent de l'argent, mais je pense qu'à un moment donné, il faut quand même aussi investir sur d'autres sports, parce que c'est pour une nation, c'est quand même une visibilité au niveau, à travers, ce sont leurs ambassadeurs en fait. Cette évolution est en marche. Voilà, oui, c'est en marche, et je suis contente, je suis ravie. On a pu le constater durant ces Jeux Olympiques de Rio, et aussi sur cette CAN, cette édition. Moi, je regarde les filles, moi. Oui, la CAN pour les filles. Non, mais franchement, remportée par le Cameroun. Félicitations. C'était pas le Nigeria, finale Cameroun-Nigeria, il me semble, parce que les Super Eagles ne sont pas pour l'édition homme, je crois bien. Oui, c'était ça, c'était le Nigeria. Et puis l'afro-basket féminin que j'ai suivi sur place. Oui, il y a eu, là j'ai dit chez les filles, ça bouge aussi. Bravo l'Afrique, continuez comme ça. Moi je crois vraiment fortement à ce qu'un jour l'Afrique joue les grands rôles au niveau international. Il faut être ambitieux dans le sport, sinon c'est pas la peine. Voilà. Et tout le monde aimerait cela, et notamment tous les téléspectateurs de Stade d'Afrique. On va passer une dernière question concernant votre parcours. La rivalité est-elle plus forte chez les femmes ou chez les hommes? Waouh, la rivalité. En matière de basket, et même après sur les sports, vu que vous avez connu quand même le sport de haut niveau. Oui, je ne parlerai pas de rivalité, mais il y a des concurrences à des postes qui sont doublés. Donc évidemment, chacun veut donner le meilleur de soi et jouer les premiers rôles. Après que le meilleur gagne, il y a des règles qui sont respectées, dans les règles du sport qui sont respectées par chacun. Tout le monde connaît les règles, donc celui qui est plus fort passe devant, mais ça n'empêche pas aux remplaçants d'avoir un rôle très important et d'être aussi important dans le chaînon de l'équipe,
dans l'équipe que le joueur leader, quoi, en gros. Justement, là, on va s'intéresser un peu plus à vous, Pauline. Vous incarnez le sport de haut niveau et la féminité incarnée. Est-ce une façon d'améliorer l'image de la femme dans notre chère société? Vous pouvez répéter parce qu'en fait, excusez-moi, c'était mon chien là qui oui, tirait mon regard. C'est ça. On est sur le plateau avec le chien de Pauline. Mon petit Jock. Il s'appelle comment en fait? Alors en gros, Jock, J-O-C-K, qui est le prénom d'un chien aventurier sud-africain. Je voulais qu'il ait... Super, voilà. Au moins tous les téléspectateurs de Stade d'Afrique le sauront. Vous incarnez le sport de haut niveau et la féminité. Est-ce une façon d'améliorer l'image de la femme dans notre société? Pour vous? Pour moi, ça dépend ce qu'on veut dire par féminité, parce que chaque femme a sa propre féminité déjà. Chacune est libre de la porter comme elle le veut aussi. Donc, incarner le sport féminin, oui, je l'incarne, mais la féminité dans le sport féminin. Et la féminité, d'une certaine façon, peut-être avec, de par votre expérience, le niveau que vous avez eu, les trophées remportés, d'avoir un peu amélioré, il est certain un peu machisme, que l'on aurait pu avoir envers les femmes. Voilà, c'est à mon époque, oui. De ce point de vue-là, oui. À mon époque, oui. Si on replace dans les années 80, quand j'ai commencé, il faut savoir qu'à l'origine, le sport véhiculait des valeurs de virilité. Oui. Voilà. Et dans les années 80, c'est vrai qu'on a tendance à cantonner les gens dans des cases, et ça, c'est pas top. Mais on disait que les filles qui allaient faire du sport, c'était soit des garçons manqués, soit des homosexuels. Soyons très transparents, c'est vrai, c'est véritablement ce qui se disait. Et lorsque moi je suis arrivée dans ce milieu, alors déjà j'étais la première noire, avec un vous avez fait du mal? Oh, pas du tout, non, pas voilà, du tout. Moi, je suis très fière de mes deux cultures, parce que j'en porte deux et je les porte fièrement parce que ça appartient tant à mon père qu'à ma mère. Donc, je porte fièrement ce qui représente mon père ou ma mère, ce qui est normal. Non, j'ai jamais été très embêtée parce que j'étais armée et je connais l'histoire de mes deux pays d'origine. Oui. Pas de quoi être honte. On peut être très fier de nos deux cultures. Enfin, moi, je le suis. Qui sont très riches. Et ensuite, c'est vrai que j'avais un look atypique pour l'époque. J'arrivais avec des looks improbables, genre cheveux très courts, blond platine, des rouges à lèvres. Je pouvais avoir des cheveux longs, des tresses. Enfin bref, c'était moi en fait. C'est pas parce que je me suis battue pour faire comprendre qu'on pouvait être féminine et très performante. C'est pour ça que je m'étais investie de la mission de dire je vais vous le prouver, je serai la meilleure. En dépit de mon maquillage, en dépit de mes looks improbables, ça n'a rien à voir. Cette féminité et la performance sur le terrain, on peut pas tricher. De tout donner. On peut pas tricher. Je peux être maquillée, on va pas me laisser shooter, quoi. On va pas me laisser. Et vous l'avez fait si bien durant votre carrière, Pauline, en tout cas. En tout cas, merci. J'ai fait du mieux que je pouvais. Vous êtes une femme au grand cœur. Comment est née cette envie d'aider à chaque fois, cette solidarité que vous essayez de mettre en place? Alors, grand cœur, vous l'avez quand même. Disons que j'essaie d'être, j'essaie d'aider quand je peux, voilà. Et en gros, d'où ça vient? Encore une fois, j'ai une culture camerounaise, africaine, donc l'entraide, elle est culturelle, n'est-ce pas? Elle est innée, c'est ça. Elle est innée. Dans mon pays actuel, c'est un phénomène de mode, on dirait, mais vous avez tout perdu ou quoi? Parce qu'en fait, c'était comme ça aussi en France, parce que ma mère, à son époque, mais il y avait aussi cette entraide, cette générosité après la guerre. Entre les gens. Oui, entre les gens, surtout ma mère est enfant d'après-guerre. Oui, et aujourd'hui, ça se perd, cette solidarité, surtout par exemple en France. Ce qui s'est perdu, c'est qu'à un moment donné, après les 30 glorieuses et l'ère de l'industrialisation, on a fait des gens égoïstes, et puis aujourd'hui, il y a la crise, donc on revient aux fondamentaux. C'est tout, aux valeurs fondamentales. Et on a l'impression que, tiens, super, aujourd'hui, c'est une valeur de l'empathie, d'aider son prochain. Non, on avait perdu en chemin. On a perdu ces valeurs fondamentales
que nos anciens nous avaient véhiculé. Je suis désolée parce que c'est nos anciens qui nous ont transmis ça, que ce soit en Afrique ou en Occident, il y avait ça. Ouais. Donc voilà. Ouais. Vous baignez dans cette double culture en quelque sorte. Elle vous apporte pour les projets que vous menez à bien aujourd'hui? Moi, elle m'équilibre personnellement. Projet, Bon, déjà, elle m'équilibre. Et puis pour revenir aux valeurs de partage, aux solidarités, ouais. puisque j'ai transformé l'essai de ma carrière, j'ai capitalisé dans le domaine du sport toujours, mais dans la communication événementielle et entrepreneur. Donc ces qualités-là me viennent aussi des valeurs du sport collectif aussi, hein, en plus. Donc aujourd'hui, eh bien, écoutez, j'ai développé une start-up du sport qui s'appelle Sportail Community. Et on y fait quoi? On y fait quoi? Au départ, c'est parti, notre histoire, on s'est dit, voilà, on comprend pas, il y a les anciens sportifs de haut niveau qui aujourd'hui sont devenus cadres, chefs d'entreprise, employés, ou qui sont entrepreneurs, ou qui sont aujourd'hui, qui occupent, qui sont porteurs de la double expertise sport et entreprise. On se dit, c'est pas normal qu'on ne les sollicite pas comme étant les premiers partenaires des institutionnels du sport, qui souvent cherchent des partenaires, ou qu'on n'ait pas la culture des alumni, comme les Américains, ou les grandes écoles de commerce, HEC, tout ça, les anciens, pour créer du networking, du lobbying et de l'entraide avec nos plus jeunes qui ont besoin des fois d'avoir des modèles, mais pas uniquement des modèles de performance terrain, mais des modèles de carrière sportive réussie qui implique et qui inclut la reconversion. Oui. Et c'est ça pour moi, au départ c'était parti de cette histoire. Bien sûr. Aujourd'hui, justement, Pauline, on voit qu'il y a un problème, un réel problème de cette reconversion. Ouais. On voit des athlètes, et justement vous, qui êtes dans le basket, dans le basketball, qui a été au plus haut niveau. Bon, certes, on n'est pas tous, par exemple, joueurs du championnat nord-américain, qui est la NBA, où on peut gagner très bien sa vie durant une carrière. Ouais. On voit, par exemple, des médaillés d'or, d'argent, voire de bronze, retrouver une vie assez banale. Je ne dis pas que tout autre Français une vie je veux dire assez cool et simple, mais je veux dire que ces athlètes-là, on aurait bien aimé les avoir, par exemple, apporter cette grinta, comme je vous le disais tout à l'heure, ou cette connaissance du sport, pourquoi pas à l'INSEP, ou dans des centres de formation, ou dans des académies de sport, mais non. Ou même dans l'entreprise, qui recherche ces valeurs, et qui recherche ces profils, ces jeunes talents, ces talents sportifs sont et pousser aussi les équipes de certaines entreprises, notamment du CAC 40. Et pourquoi en France on a ce problème-là? Alors déjà, justement de changer le tir. On essaie de changer, il y a des avancées, mais on n'a pas, comme encore une fois, je le disais, la reconnaissance de nos champions. On n'a pas la culture des alumni dans le sport, contrairement à des grandes écoles, encore une fois. Et surtout, ce que vous venez de soulever, c'est que le grand public a découvert simplement au JO, dernier JO de Rio, que sur 250 sportifs médaillables aux Jeux Olympiques de la délégation française, 40% vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Donc le public découvre, et parce que tout le monde, le fantasme des gens, c'est que tous les champions sont logés à la même enseigne. Non, et que nenni, nous n'avons pas une égalité de traitement entre les masculins et les féminines, alors que nous en donnons autant. En tout cas, on s'engage autant qu'eux. Il y a des sports qui sont moins visibles, moins médiatiques. Donc voilà, ils ne sont, pour eux, le seul moment d'être visible, c'est les Jeux Olympiques. Et surtout, il y a des sports professionnels, il y en a qui ne le sont pas. Donc tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a peut-être, par exemple, dans les sports pro que je viens d'évoquer, il y en a 7. Les plus connus, foot, rugby, tennis, hand, basket, etc. Donc déjà entre les femmes et les filles et les hommes, pas d'égalité de traitement. Donc même si on est connu, on ne touche pas assez d'argent pour être entier. Donc faut lever les bras après la carrière et trouver un boulot comme tout le monde. Et puis il y a d'autres sports, ils sont pas professionnels, même s'ils s'entraînent tous les jours, parce que atteindre l'excellence, c'est beaucoup d'exigences. Voilà, sport de combat, la lutte, natation. Aussi, et on en oublie, bien sûr. On oublie des lutteurs, des sports comme ça où ils sont pas professionnels. Pourtant, ils s'entraînent professionnellement. C'est-à-dire que l'excellence
vouloir atteindre l'excellence, c'est de l'exigence, c'est des sacrifices. Et si on n'aide pas, on ne permet pas à ces athlètes de pouvoir préparer leur avenir, assurer leur avenir après sportif, comment peuvent-ils être sereins dans leur tête? Il y a quand même la peur de la blessure, il y a beaucoup de choses il faut qu'ils soient dans des bonnes conditions, sécurisés, rassurés pour leur avenir, même si le ministère des Sports a mis en place un dispositif pour une infime partie. Oui. Voilà, ça concerne une infime partie d'entre eux. C'est déjà pas mal. Une avancée. Nous, avec Sporta, on s'est dit, on est en fait un réseau social 100% professionnel. Beaucoup plus avancé pour les sportifs de haut niveau. Voilà, pour les sportifs de haut niveau, pour les pros et les handisports, parce qu'on s'est dit, il serait temps de montrer qu'on est plus que des champions. Qu'on est porteur de valeurs, de messages et d'émotions très chers et très recherchés dans l'entreprise, et qu'on a aussi développé des compétences très recherchées dans le monde de l'entreprise, comme le leadership, esprit d'équipe, etc. Sauf que souvent le sportif est un entrepreneur qui s'ignore, et notre expérience, elle doit leur servir, c'est-à-dire pour leur faire gagner du temps. On n'a pas eu l'accompagnement pour la reconversion. Et donc on a mis en place cette plateforme d'entraide et de solidarité entre sportifs aussi, puisque les anciens, il y a de la transmission. Voilà, ils auront des services RH, des formations, des relations, créer des passerelles entre eux et le monde de l'entreprise aussi. Voilà, c'est le LinkedIn appliqué aux sportifs. On lui souhaite en tout cas longue vie, Pauline. Vous avez eu l'honneur de rencontrer, et là il y aura des jalouses et jaloux, le mythique Michael Jordan il y a quelques années. De ça, une petite anecdote à ce sujet, Pauline. Ah oui, celle-là, on l'a sortie il n'y a pas longtemps sur SFR. Pour tous les téléspectateurs. J'ai le droit de citer notre chaîne, hein, pardon. Il n'y a pas longtemps, on me l'a sortie, oui. Alors, sur notre plateau. L'anecdote, on vous écoute. En fait, c'est marrant, je l'avais jamais vraiment évoqué. Et je me suis retrouvée sur un plateau d'une chaîne télé dont je tairai le nom, avec des footballeurs champions du monde 98. Et puis, ils m'ont posé des questions, mais l'invité n'est pas censé savoir. Donc, ils ont fouillé, cherché, tout, puis ils m'ont sorti ça en pleine... voilà, du coup, ça y est, on me la ressort. Ouais. Non, en gros, j'ai évolué en NCAA dans les années 80, donc qui sont les collèges américains. Oui, c'est ça. Donc j'étais la première française à y aller. Et entre deux saisons de là-bas, je revenais en France pour la saison internationale avec l'équipe de France. Et un soir, comme ça, j'étais en pause, hein, j'étais en repos. Parce que j'étais en boîte. Ah oui. Quand même. Avec une amie qui était mannequin. Une sorcière aux États-Unis. Non, en France, pendant l'intersaison où j'étais avec l'équipe de France. Je venais pour l'équipe de France aussi. Mais il y avait des moments où on avait des journées off. Hein, donc j'étais dans une boîte mythique très branchée parisienne avec une amie top modèle. Et on rentre, et là je vois des sons de Michael Jordan avec une délégation de joueurs français comme les Dakouri, tout ça, c'était cette époque-là, et une relation à moi qui était en charge d'un équipementier pour le basket, une marque, voilà. Bon bref, et Jordan n'était pas du tout connu encore, il sortait du collège, il venait d'être drafté, mais moi je le connaissais de là-bas. Ah oui. Je le connaissais de sa notoriété, future grande star, mais en France, le basket, c'était pas dans ces années-là, à cette époque. Ouais. Donc moi, je l'ai vu, puis on s'est retrouvés forcément, on a été invités par l'équipementier, puisque je suis dans le basket, la famille basket, on s'est retrouvés attablés en boîte, donc il était là, je m'en souviens, comme si c'était hier, parce que il a fallu que je bataille pour lui prouver que j'étais basketteuse. Ah oui, quand même. C'est ce qui s'est passé en fait. Pourquoi il vous a pas cru ou... Non, il a dit non, t'es pas, no, it's not true, you ain't basketball player. Quand même. You don't look like it. J'ai dit ok. J'ai dit bon mais si pourtant et tout. C'est vrai que j'avais une robe couture avec des gants longs. Oui. Enfin bon bref. C'était assez tendance quoi. Bah j'étais sortie en boîte quand même. J'étais pas allée en maillot et en basket. Quoi. Bah en tout cas voilà, et il a pas cru, donc je lui ai dit mes touches et tout. Ah oui quand même là il commençait à dire, je dis t'as déjà vu un muscle pareil, je suis la plus musclée, la plus tonique
Bon bref, il m'a pas cru quand même, et j'ai dû lui sortir des anecdotes que j'avais sur lui. Oui, quand même. Aux Jeux Olympiques de LA. Los Angeles, c'était... Et ces petites histoires de cœur Ah oui. avec certaines joueuses de l'équipe US. Donc en gros, moi j'ai dit, mais petit à petit, j'ai dit mais si, mais je sais même que tes petites histoires et tout, mais je lui ai donné des noms, tout, paf, paf. Mais il a cru. Au bout d'un moment, il m'a cru, puis il m'a dit effectivement, l'image de la basketteuse qu'il a, même aux US, c'est des garçons, elle marche comme des garçons, elles sont pas féminines, enfin bon, bref, ça a été ça. Et après 3 jours, il était en France, et puis lui, son frère, son frère aîné qui est plus petit, et son premier agent de l'époque, plus nous, on a sympathisé, puis pendant 3 jours, on a fait des guides pour eux dans Paris. Et nous passons au carton rouge, chers téléspectateurs de Stade d'Afrique, et celui de Pauline. On vous écoute pour votre carton rouge de cet entretien. Ah bah celui juste, j'en ai un là, quand je suis rentrée chez vous, carton rouge à la chaîne, qui invite pendant le match Cameroun-Ghana, qui invite sur le plateau que des mecs. Oui. Entre soi, bah ce serait sympa parce qu'il y a quand même... les femmes dans les médias. Hein, surtout pour parler de sport. Non, mais comme je disais tout à l'heure, mais carton rouge, mais réfléchissez, voyons. Vous voulez plus de monde sur votre chaîne, qu'elle soit plus populaire, et ben mettez des championnes de l'afro-foot féminin, des médaillés par exemple de la CAN, voilà, mettez les filles un peu, mélangez, mettez aussi des personnalités d'autres univers qui aiment ça, des gens qui sont passionnés, et pour commencer à développer votre audience au féminin, parce que de toute façon le nerf de la guerre c'est l'argent, donc plus vous aurez de monde, plus vous aurez d'argent, et ça intéressera des partenaires même au féminin. Donc carton rouge parce que ce n'est que des hommes entre soi, et c'est usant. Après le carton rouge, chers téléspectateurs de Stade d'Afrique, nous passons au beau geste de Pauline Ekambi. Waouh, quel beau geste. Le beau geste concernant un match de la CAN, édition 2017, au Gabon, ou je ne sais pas, alors sur les terrains de NBA ou les terrains de Pro A en France. Sincèrement, le plus beau geste, il va être le plus récent, c'est-à-dire au JO de 2016, où là j'ai été extrêmement touchée par le couple Mosley-Yoka, champion olympique de boxe. Ça fait plaisir, c'est rare, et il véhiculait une image formidable de complicité en même temps, de tellement de choses que, voilà, pour moi ça a été celui-ci, mon coup de cœur, on va dire. Le coup de cœur. Et on termine cet entretien avec cette dernière question, Pauline. Pour vous, quel est votre avis sur l'équipe de France de basketball actuellement, féminine? Ah, les filles? Oui, les filles. Ah, alors, déjà, cette équipe est en pleine transition, donc il y a de jeunes talents qui arrivent derrière et qui ont besoin... Une belle apparition, notamment aux Jeux Olympiques de Rio. Ben, la petite Epoupa, moi, même si, vous allez me dire, elle a déjà un palmarès étoffé en jeune, mais malgré tout, elle n'a pas eu froid aux yeux, donc talent d'avenir, avec Ayali, avec la petite Marine Johannes, et puis d'autres derrière qui arrivent, puisque à l'INSEP, il y a quand même de sacrés talents là derrière, donc une équipe en pleine reconstruction, en transition, qui a voué un bel avenir, mais donc voilà, qui doit travailler comme pérenniser, je dirais, les résultats de leurs aînés. Ça ne va pas être facile, mais elles peuvent le faire, elles ont le talent, et elles l'ont prouvé au dernier JO, puisque c'était une équipe déjà très jeune à cette époque. Un grand merci Pauline Ekambi pour cette venue dans cet entretien. Un vrai plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, chers téléspectateurs de Stade d'Afrique, pour un nouvel entretien.